Bienvenue sur BY Défi. Je suis Delphine, et je serai votre guide tout au long de cette série sur le Bitcoin. Nous explorerons ensemble de nombreux sujets, tels que le minage de Bitcoin, les portefeuilles Bitcoin, la manière d'échanger du Bitcoin, et bien plus encore. Aujourd'hui, nous allons repartir de zéro et répondre à l'une des questions les plus recherchées sur Google. Qu'est-ce que le Bitcoin? Si vous êtes préoccupé par une terminologie complexe, ne vous inquiétez pas. Sur bydéfi.com, nous rendons le Bitcoin simple avec un langage clair et accessible, afin que vous puissiez tout comprendre facilement, même sans connaissance technique. À la fin de ce cours, vous comprendrez le Bitcoin et son fonctionnement mieux que 99% de la population. Allez, c'est parti! Avant de parler du Bitcoin, prenons un moment pour réfléchir à l'argent. Qu'est-ce que l'argent exactement? Fondamentalement, l'argent représente la valeur. Si je fais un travail pour vous, vous me donnez de l'argent en échange de la valeur que je vous ai apportée. Je peux ensuite utiliser cet argent pour obtenir quelque chose de valeur auprès de quelqu'un d'autre dans le futur. Tout au long de l'histoire, la valeur a pris de nombreuses formes, et les gens ont utilisé divers matériaux pour représenter l'argent. Le sel, le blé, les coquillages, bien sûr, leur ont tous servi de moyen d'échange. Cependant, pour qu'un objet représente une valeur, il est nécessaire que les gens aient confiance en sa valeur intrinsèque et en sa capacité à conserver cette valeur suffisamment longtemps pour qu'ils puissent l'échanger à l'avenir. Jusqu'à il y a environ une centaine d'années, nous faisions toujours confiance à des objets physiques pour représenter l'argent. Mais au fil du temps, quelque chose a changé, nous avons modifié notre modèle de confiance, passant de la confiance dans des choses à la confiance dans des personnes ou des institutions. Laissez-moi vous expliquer. Au fil du temps, les gens ont trouvé trop encombrant de se promener dans le monde avec des lingots d'or ou d'autres formes de monnaie, donc la monnaie papier a été inventée. Voici comment cela fonctionnait. Une banque ou un gouvernement vous proposait de prendre possession de votre lingot d'or, disons d'une valeur de 1000 $, et en échange, cette banque vous donnait des certificats de réception, que nous appelons des billets, d'une valeur de 1000 $. Non seulement ces morceaux de papier étaient beaucoup plus faciles à transporter, mais vous pouviez dépenser $1 pour une tasse de café sans avoir à couper votre lingot d'or en 1000 morceaux. Et si vous vouliez récupérer votre or, il vous suffisait de rapporter 1000 $ en billets à la banque pour les échanger contre la forme réelle de monnaie, dans ce cas-ci ce lingot d'or, quand vous en aviez besoin. Et ainsi, le papier a commencé à être utilisé comme monnaie, offrant praticité et commodité. Cependant, avec le temps et suite à divers changements, le lien entre les reçus papier et l'or qu'ils représentaient a été rompu. Expliquer en détail comment nous nous sommes éloignés de l'étalon or est une tâche extrêmement complexe, mais, en résumé, les gouvernements ont assuré à leurs citoyens qu'ils garantiraient eux-mêmes la valeur de cette monnaie papier. En fin de compte, nous avons tous accepté, laisse tomber, oublions l'or et utilisons des billets. Les gens ont donc continué à faire du commerce avec des reçus qui ne sont soutenus que par la promesse du gouvernement. Et pourquoi cela a-t-il continué à fonctionner? Eh bien, à cause de la confiance. Même s'il n'existe pas de marchandise réelle qui appuie la monnaie papier, les gens ont fait confiance au gouvernement et c'est ainsi que la monnaie fiduciaire a été créée. Fiat est un mot latin qui signifie « par décret ». Ce qui signifie que les dollars, ou les euros ou toute autre monnaie d'ailleurs ont de la valeur, parce que le gouvernement leur donne. C'est ce qu'on appelle la « monnaie légale », des pièces ou des billets de banque qui doivent être acceptés s'ils sont offerts en paiement. La valeur de l'argent d'aujourd'hui découle donc en fait d'un statut juridique qui lui est accordé par une autorité centrale, dans ce cas, le gouvernement. Et donc le modèle de confiance a changé, de la confiance en quelque chose à la confiance en quelqu'un, dans ce cas, le gouvernement. La monnaie fiduciaire présente deux inconvénients principaux. 1. Elle est centralisée. Vous avez une autorité centrale qui la contrôle et l'émet. Dans ce cas, le gouvernement ou la banque centrale. Et 2. Elle n'est pas limitée par la quantité. Le gouvernement ou la banque centrale peuvent imprimer autant d'argent qu'ils souhaitent, quand ils en ont besoin et gonfler la masse monétaire sur le marché. Le problème avec l'impression de monnaie est parce que vous inondez le marché avec plus d'argent, la valeur de chaque dollar baisse, donc votre propre argent vaut moins. Lorsque vous voyez les prix augmenter au fil des ans, ce n'est pas nécessairement que les prix augmentent autant que cela, le pouvoir d'achat de votre argent diminue. Vous avez besoin de plus de dollars pour acheter quelque chose qui coûtait autrefois moins cher. Une fois la monnaie fiduciaire en place, le passage à la monnaie numérique a été assez simple. Nous avons déjà une autorité centrale qui émet de la monnaie, alors pourquoi ne pas rendre la monnaie principalement numérique et laisser cette autorité garder une trace de qui possède quoi? Aujourd'hui,
nous utilisons principalement les cartes de crédit, les virements électroniques, PayPal et d'autres formes de monnaie numérique. La quantité d'argent physique dans le monde est presque négligeable et diminue d'année en année. Alors si l'argent d'aujourd'hui est numérique, comment cela fonctionne-t-il? Je veux dire, si j'ai un fichier qui représente $1, qu'est-ce qui m'empêche de le copier 1 million de fois et d'avoir $1 million? C'est ce qu'on appelle le « problème de la double dépense ». La solution que les banques utilisent aujourd'hui est une solution centralisée, elles tiennent un registre sur leur ordinateur qui garde une trace de qui possède quoi. Tout le monde a un compte et ce registre conserve un décompte pour chaque compte. Nous faisons tous confiance à la banque et la banque fait confiance à son ordinateur, et donc la solution est centralisée sur ce registre dans cet ordinateur. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a eu de nombreuses tentatives pour créer des formes alternatives de monnaie numérique, mais aucune n'a réussi à résoudre le problème de la double dépense sans une autorité centrale. Chaque fois que vous donnez à quelqu'un le contrôle de la masse monétaire, vous lui donnez un pouvoir énorme et cela crée 3 problèmes majeurs. Le premier problème est la corruption, le pouvoir tend à corrompre, et le pouvoir absolu conduit souvent à la corruption. Lorsque les banques ont pour mandat de créer de l'argent, ou de la valeur, elles contrôlent en fait le flux de valeur dans le monde, ce qui leur donne un pouvoir presque illimité. Un petit exemple de la façon dont le pouvoir corrompt peut être vu dans le scandale de Wells Fargo, où les employés ont secrètement créé des millions de comptes bancaires et de cartes de crédit non autorisées afin de gonfler le flux de revenus de la banque, sans que leurs clients le sachent pendant des années. Le deuxième problème d'un système centralisé est la mauvaise gestion. Si l'intérêt de l'autorité centrale n'est pas aligné avec celui des personnes qu'elle contrôle, il peut y avoir un cas de mauvaise gestion de l'argent. Par exemple, imprimer beaucoup d'argent pour sauver une certaine banque ou institution de la faillite, comme ce qui s'est passé en 2008. Le problème avec l'impression trop d'argent est que cela provoque de l'inflation et dégrade essentiellement la valeur de l'argent des citoyens. Un exemple extrême est celui du Venezuela, où le gouvernement a imprimé tellement d'argent, et sa valeur a tellement chuté, que les gens ne comptent plus l'argent mais le pèsent. Le dernier problème est le contrôle. Vous donnez en fait tout le contrôle de votre argent au gouvernement ou à la banque. À tout moment, le gouvernement peut décider de geler votre compte et de vous refuser l'accès à vos fonds. Même si vous n'utilisez que de l'argent liquide, le gouvernement peut annuler le statut juridique de votre monnaie, comme cela a été fait en Inde il y a quelques années. Tel était le cas jusqu'en 2009. Créer une alternative au système monétaire actuel semblait être une cause perdue. Mais ensuite, tout a changé. En octobre 2008, un document a été publié en ligne par un homme se faisant appeler Satoshi Nakamoto. Le document, également appelé Livre blanc, suggérait une façon de créer un système pour une monnaie décentralisée appelée Bitcoin. Ce système prétendait créer une monnaie numérique qui résout le problème de la double dépense sans avoir besoin d'une autorité centrale. À la base, Bitcoin est un registre transparent sans autorité centrale, mais que signifie réellement cette phrase déroutante? Comparons Bitcoin à la banque. Étant donné que la plupart de l'argent est aujourd'hui déjà numérique, la banque gère essentiellement son propre registre de soldes et de transactions. Cependant, le registre de la banque n'est pas transparent et il est stocké sur l'ordinateur principal de la banque. Vous ne pouvez pas jeter un œil dans le registre de la banque, et seule la banque a un contrôle total sur celui-ci. Le Bitcoin, en revanche, est un registre transparent. À tout moment, je peux jeter un œil au grand livre et voir toutes les transactions et les soldes qui ont lieu. La seule chose que vous ne pouvez pas comprendre, c'est qui possède ces soldes et qui est derrière chaque transaction. Cela signifie que Bitcoin est pseudo-anonyme, tout est ouvert, transparent et traçable mais vous ne pouvez toujours pas dire qui envoie quoi à qui. Expliquons cela avec un exemple. Vous pouvez voir sur votre écran certaines lignes du grand livre de Bitcoin. Nous pouvons voir qu'une certaine adresse Bitcoin a envoyé 10 000 Bitcoins à une autre adresse Bitcoin en mai 2010. Cette transaction spécifique est le premier achat qui ait jamais été effectué avec Bitcoin et il a été utilisé pour acheter 2 pizzas par un gars nommé Laszlo. Laszlo a publié un article en 2010 demandant à quelqu'un de lui vendre 2 pizzas en échange de 10 000 Bitcoins. Eh bien, quelqu'un l'a fait, et maintenant le prix de ces 2 pizzas vaut bien plus de 100 millions de dollars aujourd'hui. Le Bitcoin est également décentralisé, il n'y a pas un seul ordinateur qui détient le registre. Avec Bitcoin, chaque ordinateur qui participe au système conserve également une copie du registre, également connu sous le nom de blockchain. Donc, si vous voulez faire tomber le système ou pirater le registre, vous devrez faire tomber de milliers d'ordinateurs qui en conservent une copie et la mettent constamment à jour. Comme la plupart des monnaies d'aujourd'hui, le Bitcoin est également numérique. Cela signifie qu'il n'y a rien de physique que vous puissiez toucher dans le Bitcoin. Il n'y a pas de pièces réelles, il n'y a que des rangées de transactions et de soldes.
Lorsque vous possédez du Bitcoin, cela signifie que vous possédez le droit d'accéder à un enregistrement d'adresse Bitcoin spécifique dans le registre et d'envoyer des fonds à partir de celui-ci vers une adresse différente. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie? Pourquoi le Bitcoin est-il une si grande nouvelle? Eh bien, pour la première fois depuis l'existence de la monnaie numérique, nous avons désormais une alternative au système actuel. Le Bitcoin est une forme de monnaie qu'aucun gouvernement ni aucune banque ne peut contrôler. Prenez à l'époque avant Internet, à quel point le flux d'informations était centralisé. En gros, si vous vouliez des informations, vous pouviez les obtenir auprès de quelques grands acteurs, comme le New York Times, le Washington Post et d'autres comme eux. Aujourd'hui, grâce à Internet, les informations sont décentralisées et vous pouvez communiquer et consommer des connaissances du monde en tirant un seul clic. Le Bitcoin est l'Internet de l'argent et il offre une solution décentralisée à l'argent. Le Bitcoin présente plusieurs avantages par rapport au système actuel. Tout d'abord, il vous donne un contrôle complet sur votre argent. Avec le Bitcoin, vous et vous seul pouvez accéder à vos fonds. Comment procéder en réalité sera expliqué dans une vidéo ultérieure. Aucun gouvernement ni aucune banque ne peut décider de geler votre compte ou de confisquer vos avoirs. Le Bitcoin élimine également de nombreux intermédiaires du processus de transfert d'argent. Cela signifie que dans de nombreux cas, le Bitcoin est moins cher à utiliser que les virements électroniques ou les mandats traditionnels. De plus, contrairement aux monnaies fiduciaires, le Bitcoin a été conçu pour être numérique par nature, ce qui signifie que vous pouvez ajouter des couches de programmation supplémentaires et le transformer en monnaie intelligente, mais nous en parlerons plus en détail dans les vidéos ultérieures. Enfin, Bitcoin ouvrait le commerce numérique à 2,5 milliards de personnes dans le monde qui n'ont pas accès au système bancaire actuel. Ces personnes ne sont pas sous-bancarisées, en raison de l'endroit où elles vivent et de la réalité dans laquelle elles sont nées. Cependant, aujourd'hui, avec un téléphone portable et un clic sur un bouton, ils peuvent commencer à faire du commerce en utilisant Bitcoin, sans autorisation nécessaire. Aujourd'hui, plusieurs commerçants en ligne et hors ligne acceptent Bitcoin, vous pouvez commander un vol ou réserver un hôtel avec Bitcoin si vous le souhaitez. Il existe même des cartes de débit Bitcoin qui vous permettent de payer dans presque n'importe quel magasin avec votre solde Bitcoin. Cependant, le chemin vers l'acceptation par la majorité du public est encore long. Au fur et à mesure que nous poursuivons cette série de vidéos, nous allons expliquer exactement comment fonctionne Bitcoin et comment l'utiliser. Nous en apprendrons davantage sur le minage de Bitcoin, les portefeuilles Bitcoin, comment acheter des Bitcoins et bien plus encore. La révolution de l'argent a commencé en 2009 et nous la voyons aujourd'hui changer l'argent tel que nous le connaissons. Vous avez peut-être encore des questions. Si c'est le cas, posez-les simplement dans la section des commentaires ci-dessous. Et si vous regardez cette vidéo sur YouTube et que vous appréciez ce que vous avez vu, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime. Ensuite, assurez-vous de vous abonner pour recevoir des notifications sur les nouveaux épisodes. Merci de m'avoir rejoint pour les cours sur le Bitcoin de BY Défi. Je suis Delphine, et je vous verrai dans un instant.